Bonjour, chers rebelles du capital, j'espère que vous allez bien. Goldman Sachs vient de publier un avertissement alarmant concernant le marché des repos. Je suis sûr que la plupart d'entre vous se souviennent de cela, remontant jusqu'au 18 septembre 2019, n'est-ce pas? Je sais que c'est en septembre 2019 que nous avons eu cette énorme augmentation des taux de repos, un événement de signe noir, pour ainsi dire, où la Fed a dû intervenir et commencer. Eh bien, Jerome Powell a dit, quoi que vous fassiez, ne l'appelez pas QE, Dr. Andy Roark. Mais je ne sais pas comment nous étions censés l'appeler, mais ils sont sortis et ont recommencé à acheter des obligations et à augmenter la taille de leur bilan. En d'autres termes, QE, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Alors, allons voir cet article de Zero Hedge et voyons de quoi Goldman Sachs parle. Pourquoi sont-ils inquiets à propos de le marché des repos? Et ensuite, nous allons faire un travail d'investigation. Ce sera un épisode CSI, un macro CSI de l'émission Rebelle Capitaliste. Je pense que vous allez apprécier cela. Et tout de suite, je peux vous dire que je vais révéler certaines choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé auparavant, mais je n'ai en aucun cas toutes les réponses, car ces sujets deviennent extrêmement, extrêmement compliqués. Mais il est crucial que nous soyons conscients de ces éléments, les éléments de plomberie, c'est-à-dire la plomberie du système financier. Vous qui avez vécu la GFC, comprenez à quel point la plomberie est importante. Et pour ceux d'entre vous qui sont plus jeunes, ou nouveaux sur la chaîne, ou nouveaux en économie, vous vous souvenez de la catastrophe potentielle que nous avons eue avec l'explosion des repos. Nous l'appellerons 1.0, donc. Nous avons les partages d'écran en cours. Voyons. Allons sur Zero Hedge, et je veux être respectueux envers Zero Hedge, car c'est un article de leur service premium. Et donc, vous savez, je ne veux pas rester ici et vous montrer tout l'article parce que c'est quelque chose pour lequel leurs membres paient en fait. Mais cela tourne vraiment autour d'un rapport que Goldman Sachs vient de publier. Et il s'agit de swaps de taux d'intérêt, ou plus précisément des spreads de swaps de taux d'intérêt. Donc, un écart de swap de taux d'intérêt. Ici, vous voyez l'écart de swap à 3 ans SOFR. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'il prend simplement le benchmark, comme disons un bon du Trésor à 3 mois, ou dans ce cas, c'est un contrat SOFR à 3 ans, et ils disent, d'accord, où est le taux fixe d'un swap, swap de taux d'intérêt, et si ce taux d'intérêt, maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, le taux d'intérêt sur un swap, étant donné qu'il y a un risque de contrepartie, devrait être supérieur au rendement correspondant d'un bon du Trésor ou du SOFR d'ailleurs, qui est, à la fin de la journée, un prêt qui est garanti par des collatéraux. Donc, ce à quoi nous devons prêter attention, ce sont ces écarts. Juste un petit rappel ici, un swap de taux d'intérêt est simplement un échange d'un taux fixe contre un taux variable, un taux ajustable, si vous voulez l'appeler ainsi. Alors, supposons un instant que vous croyez au taux d'intérêt. Disons qu'en ce moment, vous avez un prêt hypothécaire à taux fixe, mais vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser à l'avenir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est trouver une contrepartie, une banque, et dire, regardez, je veux entrer dans un swap de taux d'intérêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer et je veux payer le taux variable et je veux recevoir le taux fixe. Donc, ce n'est probablement pas un bon exemple pour quelqu'un qui a un prêt hypothécaire à taux fixe. Un meilleur exemple, laissez-moi réfléchir à cela. Comme vous pouvez le constater, ces choses deviennent complexes. C'est si vous avez un, disons, taux variable, donc vous payez. Alors, disons que vous voulez un taux fixe parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, vous voulez recevoir un taux fixe juste pour couvrir vos paris. En gros, vous voulez l'opposé de ce que vous avez. Vous avez un prêt hypothécaire à taux variable et vous souhaitez un taux fixe, ou vous avez un prêt hypothécaire à taux fixe et vous souhaitez un taux variable. Vous échangez donc ces paiements d'intérêt avec une contrepartie.
D'accord, désolé de vous avoir confondu là. Parfois, je me confonds moi-même lors de ces diffusions en direct. C'est beaucoup plus facile sur un tableau blanc quand on peut vraiment s'arrêter, y réfléchir et laisser les éditeurs couper ça. D'accord. Et si vous n'avez pas complètement suivi, nous allons approfondir un peu ici. Vous allez donc pouvoir vous y retrouver. Mais ce qui se passe, c'est le taux de swap. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la partie à taux fixe de cette transaction et ils la comparent à un indice de référence. Disons simplement un bon du Trésor à 3 mois. Ils prennent donc un swap de taux d'intérêt à 3 mois comparant le taux fixe à le rendement des bons du Trésor à 3 mois et comme nous l'avons dit plus tôt, ce taux devrait être plus élevé, mais parfois, ce que nous avons observé depuis, je ne sais pas, 2007, de manière étrange, c'est qu'il peut devenir négatif. Ainsi, le principal message de l'article de Zero Hedge ou de ce rapport de Goldman Sachs est que les swaps de taux d'intérêt deviennent si négatifs qu'ils deviennent très préoccupants. Car bien qu'ils aient été, pour la plupart, négatifs depuis 2008 environ, lorsqu'ils deviennent extrêmement négatifs, il faut commencer à se poser des questions et à demander pourquoi, parce que nous allons y revenir dans un instant, mais cela présente une incroyable opportunité d'arbitrage pour ces banques de premier plan où elles obtiennent essentiellement de l'argent gratuit. Donc, la première question est pourquoi les swaps de taux d'intérêt deviennent-ils négatifs en premier lieu? Et numéro 2, pourquoi diable? Ces négociants ne utiliser cela comme une opportunité d'arbitrage pour gagner de l'argent gratuit, ce qui ramènerait cet écart de swap de taux d'intérêt négatif à un niveau plus cohérent avec une moyenne que nous avons observée, disons, depuis 2008. D'accord. Donc, c'est l'article de Zero Hedge. Maintenant, je veux passer à une diapositive. Nous allons accéder au contenu premium de quelqu'un d'autre. Nous allons sur le contenu premium de mon ami Jeff Snyder. Et je ne vais pas non plus jouer cela. Mais je veux que vous regardiez cette date qu'il a mise en évidence. Parce que c'est la première fois que nous avons vu quelque chose de vraiment étrange se produire avec ces spreads de swaps. Maintenant, ils n'ont pas été négatifs, mais vous pouvez voir cette ligne qui devient complètement folle ici. Quelque chose de bizarre a commencé à se produire autour du 9 août 2007. Et ensuite, ce que vous pouvez voir, cette ligne noire représente l'écart de swap à 30 ans. Alors, l'écart de swap à 30 ans devient complètement négatif. Je pense que c'était la première fois. En fait, je lisais un article du Financial Times à ce sujet. Oh, allons-y tout de suite et vérifions cela. Des spreads de swap négatifs, et c'était déjà en 2008. Donc, c'était en octobre 2008, juste au moment où ils sont devenus négatifs. Cela dit, des spreads de swaps négatifs ont été considérés par beaucoup comme une impossibilité mathématique. Je répète, les spreads de swap négatifs ont été considérés par beaucoup comme une impossibilité mathématique, tout comme les probabilités négatives ou les taux d'intérêt négatifs. Ah, ha ha, waouh, comme c'est ironique, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, c'était avant que nous ayons des taux d'intérêt négatifs à l'échelle mondiale. C'était en 2008. Waouh, c'est vraiment quelque chose. C'est pourquoi j'adore remonter dans le temps et lire ces articles du FT, du Wall Street Journal et d'autres. D'accord, mais revenons à cela. Notons cela le 9 août 2007. Et maintenant, passons à mon email et regardons ce graphique que j'ai extrait de l'une de mes vidéos préférées de Perry Merling, qui est en gros la version de Harvard ou de Columbia où il enseigne, de Jeff Snyder, juste quelqu'un qui est un expert absolu sur la plomberie du système financier. Et Perry souligne ici, j'espère que vous pouvez voir mon pointeur, c'est en août 2007 que nous avons eu cette divergence sans précédent, qui ne s'était jamais vraiment produite auparavant entre le Libor et les fonds fédéraux. Donc voici la différence entre ce que vous pouvez emprunter en dollars à l'étranger par rapport à ce que vous pouvez emprunter en dollars sur le territoire américain. Cela devrait être identique. Il ne devrait y avoir aucune différence ici. Mais comme le souligne Perry et Jeff l'a souligné de nombreuses fois, lorsque vous avez vu cette divergence entre le Libor et les fonds fédéraux, vous saviez que quelque chose se passait, comme si quelque chose n'allait vraiment pas dans les rouages financiers. C'était en août
de 2007. Revenons en arrière. Que s'est-il également passé en août 2007? Nous avons commencé à voir le spectacle étrange des swaps de taux d'intérêt qui a précédé leur passage complètement en territoire négatif. Quelque chose qui était considéré comme une impossibilité et mathématique. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Goldman Sachs interviendrait si ces spreads de swaps deviennent de plus en plus négatifs et pourquoi il est logique qu'ils disent « Eh les gars, c'est quelque chose, nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous devons vraiment y prêter attention. » Et au fait, c'est l'essentiel de l'article. Et c'est l'essentiel du rapport. Ils ne vous donnent vraiment aucune conclusion. En fait, ils admettent qu'ils ne savent pas ce qui se passe ici. Et cela a très peu de sens pour eux à cause de ce dont j'ai parlé avec cette opportunité d'arbitrage. Nous allons y revenir dans un instant. Ils en viennent à la conclusion que, eh bien, cela pourrait être l'une de 4 ou 5 choses. Et l'une des choses sur lesquelles ils se concentrent est quelque chose dont nous parlons constamment sur cette chaîne, constamment, et j'insiste là-dessus dans mes vidéos sur tableau blanc, que le système monétaire mondial, le réseau de toutes ces banques en euro-dollars, ce qui les contraint, c'est simplement une chose, ce qui contraint la liquidité, c'est une chose. Ce ne sont pas les réserves bancaires, ce n'est pas vraiment la capacité du bilan, c'est le risque. Risque de contrepartie perçue, risque. Si le risque augmente, la Réserve fédérale peut imprimer autant de réserves bancaires qu'elle le souhaite et la liquidité va se tarir. Au contraire, si le risque diminue considérablement, disons simplement qu'au cours des années 1990, la Réserve fédérale pouvait faire du QT, faire ce qu'elle voulait, et la liquidité augmenterait probablement parce que le rapport risque-rendement a du sens pour les banques. Il est logique pour elles d'élargir leur bilan plutôt que de le réduire. D'accord. Donc maintenant que nous savons un peu ce qu'est un swap de taux d'intérêt, ce qu'est le spread, quand nous avons vu l'explosion initiale, disons, en août 2007, qui correspondait à l'IBOR, divergent des fonds de la Fed, je voulais le souligner parce que vous pourriez simplement regarder cette date, août 2007, et voir ce genre de mouvement de rythme et dire, eh bien, ce n'était qu'une anomalie. Pas vraiment. Lorsque vous associez cela à la divergence entre le LIBOR et les fonds de la Fed, vous savez, en mettant ce chapeau de CSI, que quelque chose se prépare, quelque chose se prépare. D'accord? Alors maintenant, examinons pourquoi les gars de Goldman Sachs, supposément les plus intelligents de la pièce ici, sont si complètement déconcertés, non seulement par le fait que les spreads de swaps soient négatifs, comme l'a dit le FT, ce qui est censé être une impossibilité mathématique, mais aussi pourquoi ces spreads de swaps deviennent si négatifs. Et au fait, ce n'est pas seulement le spread de swap à 3 ans, je crois, que c'est toute la courbe. Et ils sont encore plus négatifs à long terme avec ces swaps de taux d'intérêt à 10 ans et les spreads des swaps de taux d'intérêt à 30 ans. Donc, pour revenir à mon email, Josh, vas-y et cache ça un moment, s'il te plaît. J'ai en fait parlé à Jeff à ce sujet ce matin et je veux aborder un autre point. D'accord, Josh, je suis prêt à y aller. Voyons si nous l'avons ici. D'accord, oui. Donc, voici ce qui a complètement mystifié tous ces banquiers d'investissement, même chez Goldman Sachs. À gauche, nous avons 7. Transaction du point de vue d'un dealer principal. À droite, nous avons juste leur contrepartie, une banque. Et cela décrit cet échange de taux d'intérêt. Donc, ce qui se passe dans le cadre de cette transaction spécifique, c'est que le dealer principal peut entrer, disons, dans un accord avec la contrepartie où il paie le taux fixe à la contrepartie et la contrepartie lui paie le taux variable. D'accord? Alors, que va-t-il se passer ici? Si vous êtes quelqu'un qui parie que les taux d'intérêt vont baisser à l'avenir, que ferez-vous? Vous allez vouloir prendre le côté du swap de taux d'intérêt qui paie le taux variable et reçoit le taux fixe. C'est ce que j'essayais d'expliquer plus tôt. Pourquoi? D'accord. Disons simplement que le taux fixe est de 5 dollars par mois et qu'il est à 5%, 5%. Gardons les calculs simples. Et disons simplement que le taux variable commence également à 5% par mois. Donc, vous êtes payé 5 dollars et vous payez 5 dollars, mais vous croyez que les taux d'intérêt vont baisser. Dans ce cas, votre paiement à taux variable, disons que les taux d'intérêt passent de 5% à 4%. Donc, votre paiement passerait de 5 dollars à 4 dollars. Donc, vous empochez un écart.
Et plus ce taux flottant baisse, plus l'écart que vous allez empocher sera important. Ce qui se passe, c'est que vous obtenez cet environnement étrange où si le risque augmente et que les attentes d'inflation diminuent, alors il est logique que de plus en plus de ces entités, en d'autres termes, une demande croissante, s'engagent dans ces contrats, ce qui, en raison de la demande, fait baisser le swap de taux d'intérêt en ce qui concerne le rendement jusqu'à un point où il est inférieur à la référence. Dans ce cas, un bon du Trésor américain, nous l'appellerons peu importe, juste le 3 ans, nous l'appellerons un bon du Trésor de 3 ans. Je pense qu'ils avaient un swap SOFR de 3 ans, disons un bon du Trésor de 2 ans, un bon du Trésor de 2 ans. Donc, premièrement, pourquoi cela devient-il négatif? Quels sont les mécanismes derrière cela? Eh bien, il y a beaucoup de débats, mais l'une des raisons, et cela a beaucoup de sens pour moi, est que vous avez tellement d'entités qui parient que les taux d'intérêt vont être plus bas à l'avenir, qu'elles font en réalité baisser le taux d'intérêt sur ces spreads de swaps, la maturité correspondante pour, disons, de l'argent sans risque sous la forme de bons du Trésor américain. D'accord? Mais je pense que les gars de Goldman Sachs se gradent la tête et que le Financial Times a pensé que c'était une impossibilité mathématique parce que cela crée un arbitrage parfait pour ces courtiers, en fait, des deux côtés. Alors, regardez ça. Ce qu'ils peuvent faire, c'est entrer dans le, et ça, j'ai coupé le repo, mais c'est le marché des repos. Juste ici. Ils peuvent donc entrer sur le marché des repos et emprunter de l'argent pour acheter un bon du Trésor. Maintenant, c'est quelque chose dont j'ai parlé à Jeff ce matin parce qu'en toute honnêteté, je ne savais pas que l'on pouvait faire cela. Je pensais que parce que c'était un prêt garanti ou collatéralisé, il fallait avoir le collatéral avant de recevoir l'argent. Jeff dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a dit que vous pouvez en fait emprunter de l'argent pour acheter le trésor, puis utiliser le trésor ou la garantie après avoir reçu l'argent. Un peu comme acheter une maison, c'est ainsi que je l'ai compris, où vous recevez de l'argent de la banque pour acheter la maison, mais vous ne l'avez pas encore achetée. Et ensuite, vous mettez cette maison en garantie une fois que vous l'avez achetée pour le prêt initial. Vous pouvez faire exactement la même chose dans le cadre des repos, surtout si vous avez le soutien de la réputation et de l'expérience de ces courtiers principaux. Donc, ce que vous pouvez faire, encore une fois, c'est emprunter de l'argent pour acheter le trésor. Et disons simplement que ce bon du trésor à 2 ans rapporte 6%. D'accord? Donc, si vous avez une obligation du Trésor américain qui rapporte 6%, mais gardez à l'esprit que vous êtes entré dans ce contrat avec la contrepartie payant un taux fixe de 5%. Je ne suis pas un génie, mais je sais 6% est supérieur à 5%. Donc, ce que vous faites, c'est que vous recevez les paiements du Trésor américain à 6% et vous payez un taux fixe, libellé en dollars américains sans risque de change. Vous avez essentiellement zéro risque. Vous empochez donc cet écart de 1% parce que vous recevez 6% et payez 5%. Et puis, comme Jeff le souligne ici, d'ailleurs, j'ai découvert cela parce que nous sommes à l'infini. La conférence, organisée par mon ami Kenny McElroy, a eu lieu et Jeff devait y être, mais son vol a été annulé. J'ai donc dû faire sa présentation. Quelle chance, n'est-ce pas? Et devinez quoi? De quoi portait sa présentation? C'était sur les spreads des swaps de taux d'intérêt. Donc, j'ai dû rester là avec Jeff pendant une bonne heure au téléphone. Je savais un peu comment cela fonctionnait, mais pas assez pour faire une présentation devant 2000 personnes, c'est sûr. Mais heureusement, j'ai réussi à le travailler avec Jeff et j'ai pu faire la présentation. Je pense que tout le monde a apprécié. Je pense que je peux honnêtement dire que j'ai rendu Jeff Snyder lui-même très très fier. Mais pour en revenir à cela, ce n'est pas là que l'arbitrage s'arrête. Donc, le taux de repos. Rappelez-vous qu'il paie pour emprunter de l'argent sera probablement inférieur au taux variable qu'ils reçoivent. Et rappelez-vous, ils n'ont aucun risque là non plus, car si le taux flottant baisse, devinez ce qui va arriver à leur taux de repos. Cela va probablement également baisser. Donc, le taux variable qu'ils reçoivent, disons, est de 3%, mais le taux d'intérêt qu'ils paient pour emprunter l'argent afin d'acheter le trésor au départ est, disons, de 2%.
Ils empochent donc un écart avec la différence entre le paiement des rendements des bons du Trésor américain et ce qu'ils paient à la banque. Dans ce cas, la contrepartie au taux fixe encaisse également un écart en recevant un taux variable, puis utilise moins d'argent pour réellement rembourser la dette ou pour payer les intérêts sur l'argent qu'ils ont emprunté. Au départ, pour acheter le Trésor, c'est un super boulot si tu peux l'avoir. Je te le dis, inscris-moi, inscris-moi, mec. On dirait que au lieu de plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, c'est comme argent gratuit, argent gratuit, argent gratuit. Ça devrait être un sketch dans In Living Color par Damon Wayans ou quelque chose comme ça. Ha ha. Ah, l'insanité, l'insanité. Donc, ce que nous devons faire, les gars, en revenant à cet article de Zero Hedge et à ce graphique, c'est que vous devez vous demander pourquoi, quoi, que font les dealers, comme nous avons un spread négatif. Supposons un instant que nous soyons à moins 14 ou quelque chose comme ça, et vous pouvez voir qu'il est souvent négatif depuis août 2007, ce qui, en soi, est un énorme signal d'alarme concernant le système monétaire. Je pense que c'est probablement pour cela que Jeff dit que le système monétaire s'est brisé en août 2007 et qu'il n'a jamais été réparé. Vous pourriez penser que c'est réglé parce que nous n'avons pas eu de crise ou quelque chose comme ça, bien que nous en ayons eu quelques-unes, mais ce n'est pas le cas. Nous avons simplement recouvert le problème et, par conséquent, le système monétaire mondial exerce une pression déflationniste sur le système financier lui-même. Mais bon, revenons à cela. Regardez ces énormes pics ici qui descendent pendant la maladie de Servasius, ce n'est pas un bon signe. Et quand ils sont devenus négatifs sur le taux à 30 ans, en revenant à octobre, ou peut-être c'était novembre, octobre, n'est-ce pas, ou septembre 2008, mais ensuite nous pouvons voir que cela descend à un niveau qui rivalise. C'est le plus extrême depuis la maladie de Servasius. C'est pourquoi les gars de Goldman Sachs sont en panique, un peu perplexes. Mais vous devez vous demander pourquoi, si vous êtes un dealer en ce moment, vous pouvez empocher simplement en utilisant le SOFR comme référence. Vous pouvez empocher 26 points de base, ce qui ne semble pas beaucoup, mais pensez à ce que cela représente pour vous. Disons simplement 26 points de base sur ce site, partie de la transaction, et vous empochez encore 26 points de base. Donc, vous empochez 1,5%, mais c'est sans risque. Et 1,5% ne semble pas beaucoup, mais essayez de collecter 1,5% sur 20 milliards de dollars. Je le prendrai. Le feriez-vous 1,5% sur 20 milliards de dollars? Disons simplement 1,5% sur 10 milliards de dollars. Je ne suis pas un génie des mathématiques, mais je pense que c'est 50 millions de dollars. Alors, combien d'entre vous ici, en ce moment, feraient cette transaction pour empocher 50 millions de dollars sans risque? Allez-y, levez la main. Moi, je le ferais, certainement. Alors, pourquoi les dealers ne le font-ils pas? Que font-ils? Pour moi, cela renvoie à l'une des hypothèses de Goldman Sachs, à savoir qu'il y a trop de risques de contrepartie. Ils ne le feront tout simplement pas. Parce que le rapport risque-rendement pour eux n'a pas de sens, parce que dans cette transaction, bien qu'elle soit complètement sans risque, eh bien, détenir le trésor est sans risque. Vous avez cependant le risque de contrepartie du point de vue de cela. Revenons à Jeff de cette banque qui fait faillite. Parce que si la banque fait faillite, alors vous ne recevrez pas le taux variable, n'est-ce pas? Et si vous ne recevez pas le taux flottant tout à coup, vous devez payer de votre poche pour ces paiements sur l'argent que vous avez emprunté en repos au départ pour acheter le trésor, et cela pourrait ne pas avoir de sens pour vous. Donc, ces négociants regardent cela et disent qu'il y a tellement de choses. Je vois tant de nuages orageux. Dans l'économie mondiale et plus spécifiquement dans le système bancaire avec le système monétaire, que vous me payez 50 points de base et je ne vais toujours pas le faire. Je ne vais pas accepter les 50 millions. Maintenant, peut-être que si vous me payez 100 millions, ce serait une autre histoire. Mais à 50 millions, je ne vais pas tirer. Donc, encore une fois, je veux être parfaitement clair. Ces choses deviennent incroyablement, incroyablement compliquées.
Et il existe certaines théories alternatives sur les raisons pour lesquelles cela se produit et pourquoi il ne profite pas de cet arbitrage, ce qui, encore une fois, devrait être mathématiquement impossible. Mais pour moi, quand je lis cela, aucun d'eux n'a vraiment de sens. Et celui qui ressort comme un pouce enflé et qui semble tout simplement évident, c'est que le risque augmente à un point où cette récompense de 50 points de base ne vaut pas le coup. Et donc, il ne conclut pas l'accord. Et par conséquent, vous voyez ces spreads de swap négatifs devenir de plus en plus négatifs jusqu'à un point où ils sont prêts à entrer et à tenter leur chance. Donc, en résumé, les gars, c'est quelque chose auquel nous devons vraiment, vraiment prêter attention. Je sais que ce n'est pas aussi amusant et sexy que de regarder le Nasdaq ou les bénéfices de Nvidia ou de regarder CNBC et Jim Cramer dire acheter, 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 acheter. Mais si vous voulez vraiment avoir un avantage dans vos investissements, vous devez au moins être conscient de ces choses et de la plomberie financière. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, mais vous devez en être conscient. Et vous ne pouvez pas simplement enterrer votre tête dans le sable comme une autruche et prétendre que ces choses n'existent pas ou qu'elles n'ont même pas d'importance. D'accord. Profitez de votre après-midi. Comme toujours, défendez la liberté et le capitalisme de marché libre. À la prochaine vidéo.